Bienvenue dans L'Obs se lève, l'émission qui décrypte l'avancée du plan divin sur Terre et qui propose un autre regard sur l'actualité et les dynamiques profondes de notre époque. Nous sommes le dimanche 3 mai 2026. L'Apocalypse est à l'œuvre, le voile se déchire, les révélations vont bon train et les mensonges sont exposés. L'illusion s'estompe et les populations sortent de leur enfermement. La vérité nous libère de nos illusions et de nos comportements toxiques. Cette semaine, en guise d'actualité, je vous ai concocté un zapping sur le thème des médias menteurs français. Le rapport de la commission à l'oncle doit être diffusé cette semaine. Nous étudierons avec attention les conséquences de sa diffusion. Nous verrons aussi comment un disciple de Jésus danois a créé un mouvement qui guérit les malades, chasse les démons et baptise ceux qui viennent à Dieu. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour L'Obs se lève 7. C'est quoi un adulte? Un enfant qui a arrêté de rêver? Les policiers ont découvert en sa possession quelques grammes de drogue de synthèse, nous indique une source proche de l'enquête, confirmant une information de nos confrères du Parisien. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan venait répondre aux enquêteurs dans une affaire d'apologie du terrorisme. Lors de cette garde à vue hier, ils ont trouvé dans son sac une substance qui s'apparenterait à de la drogue de synthèse, selon les mots du procureur. Rima Hassan, elle, parle de CBD. De la drogue a également été retrouvée dans ces affaires. On a trouvé de la drogue, des substances dans son sac. Des substances sont retrouvées dans ses effets personnels. Sa fouille a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3-MMC. Une petite quantité de drogue de synthèse a aussi été retrouvée en sa possession. De la drogue de synthèse retrouvée sur Rima Hassan. Les policiers vont retrouver dans son sac des cristaux de drogue, de la drogue de synthèse. Une drogue de synthèse qui a été retrouvée dans ses effets personnels. Les policiers ont trouvé en plus dans son sac quelques grammes de drogue de synthèse. Plus d'1 gramme d'une drogue de synthèse. Près de 2 grammes de drogue de synthèse dans son sac. Prise avec des grammes de drogue de synthèse. Des cristaux d'un dérivé de la 3-MMC. Près de 2 grammes de 3-MMC qui est une drogue de synthèse. 2 grammes, c'est conséquent, ça fait plusieurs dizaines de doses. On nous demande à nous les Français de dealer avec trop de... Attention à ce terme dealer. Oui, pardon. Oui, c'est vrai. Il n'y a peut-être rien de surprenant, j'allais dire, de stupéfiant à retrouver de la drogue de synthèse dans les affaires de Rima Hassan, même en petite quantité. Elle va dire qu'elle se fait harceler, cyberharceler depuis des mois, notamment par les Israéliens, par les sionistes, etc. Et en raison de ça, elle est tombée dans une profonde dépression et qu'elle a dû être aidée par cette drogue de synthèse, que c'était une erreur, mais voilà. Ça fait beaucoup de drogués à la France insoumise quand même. Jean-Luc Mélenchon a décidé de confier les clés de son parti à des gens totalement incontrôlables et cette affaire de drogue vient le prouver. La France insoumise, elle a un gros problème avec la drogue. Ensuite, elle va au commissariat, donc avec son sac à main. Elle nettoie pas son sac à main. L'immunité parlementaire, ça fait pas que tu as de la drogue dans ton sac à main. Je suis convoquée, j'y vais en fait comme une reine, et tout va bien se passer.
Quand vous avez quelqu'un qui vient d'un camp de réfugiés de ce type de pays, il y a une possibilité qu'il soit traumatisé et qu'il vienne avec un passif. LFI étant, je dirais, aussi le reflet d'une partie de la société qui est gangrénée par un certain nombre de maux, l'islamisme, la drogue, etc. À l'origine, c'est un problème d'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aurait jamais dû lui donner la nationalité. La seule condamnation qui m'intéresserait, c'est la déchéance de nationalité. On l'a appris cet après-midi, le parquet de Paris a classé sans suite la procédure ouverte pour usage de détention de stupéfiants contre Rima Hassan. Oui, le parquet de Paris a procédé au classement sans suite de cette procédure au motif que les investigations n'ont fait apparaître aucune infraction suffisamment caractérisée. Il y a donc aucun doute désormais sur l'absence de drogue de synthèse en la possession de l'eurodéputé Rima Hassan. Cette matière avait été envoyée en laboratoire pour une analyse plus poussée, une analyse toxicologique, et il en résulte aujourd'hui de ces analyses toxicologiques qu'il s'agit essentiellement de CBD, une substance qui est totalement légale et que Rima Hassan a expliqué utiliser à des fins médicales. Il n'y a donc aucune poursuite judiciaire contre elle et le test positif à la kétinone, d'après nos informations, n'était donc pas suffisamment fiable, n'avait pas de valeur probante suffisante, d'où les tests plus poussés en laboratoire. Emma Vincent, vous êtes au péage de Vienne. Exactement, on est au péage de Vienne, juste avant Lyon, et ça commence déjà à ralentir. C'est moi, mais j'assume pas. Je fais un direct pour TF1 sur des bouchons, alors qu'il y a de toute évidence absolument aucun bouchon derrière moi. Pourquoi est-ce que les journalistes, ils exagèrent tout le temps? C'est une excellente question, c'est justement de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez à quel point c'est important de comprendre nos médias, puisque ce sont eux qui façonnent notre vision du monde et de l'actualité. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du système des journalistes correspondants. J'ai été correspondante en région pour TF1 pendant 3 ans, et j'ai été leur correspondante en Inde pendant 1 an. Vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets. Quand j'étais correspondante à Lyon pour TF1, je devais faire des reportages sur l'actualité autour de Lyon pour le journal de 13h et 20h. Mais, détail hyper important, je n'étais pas directement employée par TF1. En fait, TF1 fait appel à des sociétés de production, des entreprises de production audiovisuelle, pour produire quasiment tous ces reportages en dehors de Paris, en région et à l'étranger. Chaque société de production est basée dans une ville différente, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, et elles emploient des journalistes comme moi qui doivent produire des reportages pour les JT de TF1. Ces reportages ensuite ils sont vendus par la société de production à TF1. TF1 va payer environ 2000 € pour un reportage de 2 minutes. Et ce système, il permet évidemment à TF1 d'économiser un max de thunes puisqu'ils n'ont pas à payer de salariés en région. Ils peuvent se contenter d'acheter des reportages à l'unité quand ils estiment que ça vaut le coup, quand il y a une grosse actu par exemple. Mais, puisqu'il y a un mais, il pose aussi un certain nombre de problèmes, notamment à cause de la concurrence qui se crée entre les sociétés de production. Certains reportages, prenons par exemple la hausse du prix de l'essence, peuvent techniquement être faits n'importe où en France. Donc, il faut choisir quelle société de production va le faire. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le ou la rédactrice en chef va passer un coup de fil à tous les bureaux en disant « Je veux que vous me trouviez des gens pas contents à la pompe, un patron de station-service », et c'est le premier bureau qui trouve qui remporte le droit de faire le reportage. Et comme les sociétés de production, elles ont un objectif financier à atteindre chaque mois, sinon leur boîte elle coule, et ben les journalistes, ils ont pas d'autre choix que d'essayer de trouver exactement ce que le ou la rédactrice en chef a demandé. Donc au lieu d'avoir des correspondants qui font remonter ce qu'ils observent sur le terrain, on a souvent des rédacteurs en chef qui, depuis Paris, dictent ce à quoi le reportage doit ressembler. Et c'est ça qui pousse parfois les journalistes à exagérer ce qu'ils voient sur le terrain pour pouvoir vendre un sujet de plus. Donc d'une part, il y a la question de la ligne éditoriale de TF1. Oui, c'est une chaîne privée, elle appartient à Martin Bouygues, mais c'est aussi important de s'intéresser à son modèle économique. Et d'ailleurs, c'est un modèle économique qui est hyper répandu dans les chaînes de télé, parce que c'est aussi comme ça que certains médias manipulent l'information. Je ne dirai rien ce soir, parce que sinon, il faudra m'apporter des oranges. Ce que Memona ne peut pas dire, elle a raison de ne pas le dire. Et vous pouvez dire beaucoup de choses. Oui. Alors allez-y. Journaliste libre, je n'ai pas fait partie du CSA, donc je vais dire des choses. Ma chère Memona, Madame Ernotte a été imposée à l'époque par le président de l'époque, François Hollande. La prestation de Madame Ernotte a été extrêmement médiocre, extrêmement. Elle ne connaissait rien au service public de l'audiovisuel. Un autre candidat a été remarquable, paix à son âme, Pascal Joseph, qui a été remarquable lors de son passage devant le CSA. Le vote lui était favorable. Mais au dernier moment, une institution que je ne vais pas citer a tordu le bras d'un des membres du CSA pour l'obliger à changer de vote. Une plainte a été déposée ensuite. Donc Mme Ernotte a été nommée. Une plainte a été déposée, une enquête a été faite. Les auditions des candidats étaient enregistrées. C'était des cassettes audio. Quand les policiers sont allés au CSA demander l'enregistrement de toutes les auditions, la cassette de Mme Ernotte avait disparu. Free speech is a pure bullshit. For sure.
Je culpabilise encore aujourd'hui, 40 ans après, sur cette erreur, sur cette faute. C'était une faute. Le 30 avril 1986, Brigitte Simonetta fait un des bulletins météo qu'elle va faire durant toute la durée de la couverture de l'événement. À ce moment-là, il faut réaliser qu'on ne sait presque rien encore sur la catastrophe. On ne sait pas combien de matière radioactive s'est échappée de la centrale. On ne sait pas vraiment de quoi est constitué le panache radioactif. Et donc on va se reposer sur les bulletins météo pour essayer d'illustrer et d'expliquer la crise aux Français. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. À l'écran, l'anticyclone est présenté comme une barrière, illustrée par un panneau stop. L'intention est pédagogique mais prête à confusion. Pour beaucoup, cette séquence devient la preuve d'un mensonge d'État et des médias destiné à éviter la panique. Elle nourrira ensuite l'idée d'un nuage radioactif qui se serait, selon les autorités, arrêté à la frontière. Une phrase qui n'a jamais été prononcée. Depuis des années, elle est pourtant régulièrement reprise dans les médias. « 40 ans plus tard, Brigitte Simonetta, aujourd'hui retraitée, a accepté de revenir sur cet épisode qui a profondément marqué sa carrière. C'est un épisode qui est toujours difficile pour moi. C'est vraiment un épisode douloureux. La plaie, elle est ouverte. Je pense qu'elle ne se refermera jamais. Ça fait partie de ma vie. Tchernobyl a été une fêlure. C'était un drame pour beaucoup de gens. Donc pour moi, vraiment, c'est une petite fêlure, mais qui a fait que j'ai décidé de quitter la télévision. Personne ne m'a demandé à la télé de la quitter. Je me suis punie moi-même, voilà. Je culpabilise encore aujourd'hui, 40 ans après, sur cette erreur, sur cette faute. C'était une faute. Je souhaite préciser que je suis apolitique et que je ne connaissais même pas l'existence de Rima Hassan avant cette polémique dans les médias. J'ai été choquée par la virulence avec laquelle elle a été dénigrée, alors qu'elle n'avait rien à se reprocher. Cette semaine, j'ai relevé 2 drops. Le premier, daté du 28 avril, nous rappelle que nous sommes en guerre. Et le deuxième, daté du 22 avril, qui nous donne un lien vers YouTube. Il s'agit d'un discours de Ronald Reagan appelé « A Time for Choosing ». Un temps pour choisir, prononcé initialement en 1964. C'est l'un des textes politiques les plus marquants de l'histoire américaine. Je vous montre la vidéo. Mettons les choses au clair. Il n'y a pas de débat sur le choix, entre la paix et la guerre, mais il n'y a qu'un seul moyen garanti d'obtenir la paix, et ce immédiatement, la reddition. Certes, toute autre voie comporte des risques, mais l'histoire nous enseigne que le plus grand risque réside dans l'apaisement. C'est le spectre que nos amis libéraux, pourtant bien intentionnés, refusent d'affronter. Leur politique de compromis n'est autre que l'apaisement, et elle ne laisse aucun choix entre la paix et la guerre, seulement entre le combat et la reddition. Si nous persistons dans cette voie, si nous continuons à reculer, nous devrons finalement faire face à l'ultimatum. Et que se passera-t-il alors? Nikita Khrouchtchev a déclaré à son peuple qu'il connaissait notre réponse. Il leur a dit que nous reculons sous la pression de la guerre froide et que, le jour venu de lancer l'ultimatum final, notre reddition sera volontaire, car nous serons alors affaiblis de l'intérieur, spirituellement, moralement et économiquement. Il le croit parce que de notre côté, il a entendu des voix implorer la paix à tout prix, ou encore dire « mieux vaut lire que mourir », ou encore « un seul homme ». Un commentateur a dit qu'il préférait vivre à genoux que mourir debout. Et c'est là que réside le chemin vers la guerre, car ces voix ne représentent pas le reste. Vous et moi savons et ne croyons pas que la vie soit si précieuse et la paix si douce qu'il faille les acheter au prix des chaînes et de l'esclavage. Si rien dans la vie ne vaut la peine de mourir, quand cela a-t-il commencé juste face à cet ennemi? Moïse aurait-il dû ordonner aux enfants d'Israël de vivre en esclavage sous les pharaons? Le Christ aurait-il dû refuser la croix?
Les patriotes du pont conquis auraient-ils dû jeter leurs armes et refuser de tirer? Les balles ont fait le tour du monde. Les martyrs de l'histoire n'étaient pas des fous. Et nos morts honorés qui ont donné leur vie pour arrêter l'avancée des nazis ne sont pas morts en vain. Où donc se trouve le chemin de la paix? La réponse est simple. Après tout, vous et moi avons le courage de dire à nos ennemis qu'il y a un prix que nous ne paierons pas, un point au-delà duquel ils ne doivent pas avancer. Winston Churchill a dit que le destin de l'homme ne se mesure pas aux complications matérielles. Les grandes forces qui nous entourent agissent dans le monde. Nous apprenons qu'il s'agit d'esprit. Il a dit que ce n'étaient pas des animaux, mais qu'il se passait quelque chose dans le temps et l'espace. Et même au-delà du temps et de l'espace, ce qui, qu'on le veuille ou non, signifie que nous sommes arrivés avec le destin. Nous persévérerons pour nos enfants, ce dernier espoir de l'humanité sur Terre, où nous les condamnerons à faire le dernier pas vers 1000 ans de ténèbres. La liberté n'est jamais qu'à une génération de l'extinction. Nous ne l'avons pas transmise à nos enfants par le sang. Elle doit être conquise, protégée et leur être transmise pour qu'ils en fassent de même. Dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 16, le Christ s'adresse à l'église de Laodicée et dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Le discours de Reagan fustige exactement cette tiédeur sous le nom d'apaisement ou d'accommodement. La tiédeur spirituelle, c'est chercher un compromis entre le bien et le mal pour éviter le conflit. C'est la volonté de préserver son confort matériel immédiat au détriment de la vérité éternelle. Dans son discours, Reagan fustige les libéraux bien intentionnés, c'est-à-dire ceux qui cherchent la voie du milieu, car pour lui, ils ne sauvent rien. En refusant de choisir, ils ont déjà choisi la défaite. Spirituellement, celui qui ne prend pas position pour la lumière par peur du combat est déjà dans les ténèbres. C'est comme Jésus qui disait « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Nous vivons une époque où les voiles se déchirent. Les structures de la société sont remises en question à force de décrépitude et médiocrité. L'agriculture intensive, la malbouffe, la maladie, la destruction de la famille, le chacun pour soi et la corruption du vivant. Les crises dans notre société ne sont que les manifestations physiques d'une crise spirituelle profonde. Reagan dit « Il y a un point au-delà duquel ils ne doivent pas avancer ». Dans un contexte de révélation, ce point est la limite de l'âme. Le discours suggère que le monde arrive à une saturation où la neutralité devient impossible. Choisir son camp, c'est discerner ce qui nourrit la vie, à savoir l'amour, la liberté, la nature, la terre et l'esprit, de ce qui la détruit, à savoir l'ego, le contrôle, la peur, le matérialisme, la science sans conscience. Reagan cite Churchill sur le fait que nous sommes des esprits et non des animaux. L'animal est celui qui cherche seulement à manger, à dormir et à éviter la douleur, et il le relie au fait de capituler pour la paix. L'esprit est celui qui reconnaît qu'il existe des valeurs supérieures à la survie biologique. Le discours fonctionne comme un tamis. Il sépare ceux qui sont prêts à se sacrifier pour un principe immatériel de ceux qui rampent devant l'ultimatum pour gagner un jour de répit. C'est le passage de la créature horizontale, à savoir l'animal, à l'homme vertical, à savoir l'esprit. Spirituellement, le rendez-vous avec le destin, c'est l'incarnation même de la mission de l'âme. Chaque génération est testée. Si la nôtre refuse le combat contre l'injustice, contre la cruauté, contre la maladie, contre l'oppression, contre la destruction du vivant, elle rompt la chaîne de transmission sacrée. Reagan prévient que le prix de la liberté est élevé. Dans une lecture spirituelle, c'est le renoncement au moi égoïste et peureux pour servir un dessein plus grand. D'ailleurs, cela me fait penser à ce que disait Jésus dans Luc chapitre 9, verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Cela vaut en résumé à dire « Si tu t'attaches à ta vie matérielle et biologique, tu ne connaîtras pas la vie par l'esprit. » Or, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Et face à cette vérité,
les familles et les sociétés se scindent entre ceux qui l'acceptent et ceux qui la rejettent. Dans le zapping des médias menteurs, on a vu que Brigitte Simonet s'est elle-même punie de sa faute mensongère à propos de Tchernobyl. Elle a eu le courage de se regarder dans un miroir et de voir que ce qu'elle avait dit était un mensonge, qui avait des répercussions importantes sur les téléspectateurs à l'époque. Le combat dont parle Ronald Reagan est celui-ci. Il ne s'agit pas de trancher la gorge à tous les pourris sur Terre. Il s'agit simplement d'être vrai et authentique et d'arrêter de se mentir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, versets 34 et 35, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Cela veut dire que chercher la vérité à chaque instant dans sa vie nous confronte au mensonge et à la trahison de ceux qui vivent dans l'artifice et l'illusion. Et ça fait mal. Pour exemple, je pense à Paul Gauguin. J'ai grandi sous une reproduction de lui dont le tableau s'intitule « Femme de Tahiti ». C'est son tableau le plus célèbre. Lorsque je suis arrivée la première fois à Tahiti il y a 30 ans, j'ai compris que si les personnages de ces tableaux étaient si tristes, c'est parce que Gauguin voulait dénoncer le colonialisme de l'époque. Il était profondément insurgé face au colonialisme des Occidentaux et cela me le rendait encore plus exceptionnel en parallèle de son talent d'artiste. Mais ce que j'ai aussi appris rapidement par la bouche des Polynésiens, c'est que c'était un pédocriminel qui se faisait livrer des petits garçons dans sa maison du Bon Jouet aux Marquises. Cette information est véhiculée ici en Polynésie comme une évidence, tandis que le monde continue de s'extasier devant son talent d'artiste. Et donc à partir de là, il y a pour moi une dissonance cognitive flagrante qui m'empêche désormais de continuer à admirer ces toiles en sachant l'ignominie de ces actes. Dans la vidéo, on voit des militaires avec des bébés dans les bras. Cela nous ramène au trafic humain qui se perpétue sous nos yeux, dans nos sous-sols, et que la majorité des gens continuent d'ignorer par paresse. Alors je sais que vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas du côté des paresseux tièdes, mais n'est-il pas temps de sortir de notre hypnose collective pour ne plus consentir à ce qui gouverne le monde, à savoir l'argent, la possession, le contrôle, la manipulation et le mensonge? Personnellement, je ne peux plus tourner la tête face au désastre de cette civilisation et surtout faire semblant que je ne sais pas. Ce discours de Reagan est un appel au réveil des consciences. Il nous dit que le compromis est une illusion. On ne négocie pas avec ceux qui cherchent à éteindre la lumière. La peur est le moteur des tièdes. La paix obtenue par la peur est une prison. L'action est une prière. Se battre pour la vraie liberté, qu'elle soit politique, alimentaire ou spirituelle, est l'acte de foi ultime. C'est un appel à sortir de la zone grise. Dans ce temps de révélation, chaque geste compte. Ce que nous mangeons, ce que nous regardons, à qui nous sourions, comment nous gagnons de l'argent, comment nous le dépensons, comment nous consommons, comment nous cultivons la terre, comment nous résistons à la pression. Chaque acte du quotidien est un vote pour les 1000 ans de ténèbres ou pour la vie éternelle. Dans le mot éternel, il y a éther. L'éther est le 5e élément. C'est la force de vie qui anime la matière. On pourrait dire que celui qui s'attache à sa vie de terre, au matérialisme, à la consommation, perd sa connexion à son corps d'éther, à son corps éthérique. En revanche, celui qui accepte de perdre son confort matériel pour la vérité nourrit sa dimension éthérique, celle qui est véritablement éternelle. Si jamais vous êtes en réflexion sur votre avenir professionnel et que vous vous demandez quelle place occuper dans ce nouveau monde qui émerge, je vous accompagne pour clarifier votre direction, poser les bonnes questions et faire des choix alignés avec qui vous êtes vraiment. J'ai justement créé une plateforme ressources gratuite pour les personnes que j'accompagne. Vous y trouverez de quoi faire le point sur vos expériences passées, découvrir vos pépites, comme par exemple vos qualités, vos valeurs, vos inspirations. Il y a également une vidéo sur le monde professionnel de demain et des liens pour vous aider à trouver votre voie. L'accès à cette plateforme est disponible gratuitement dès le premier rendez-vous. Vous pouvez réserver votre rendez-vous dès maintenant sur rosedetahiti.com et commencer à construire une voie qui a du sens pour vous. N'hésitez pas aussi à visiter mon site internet pour télécharger gratuitement mes livres autobiographiques. À présent, je vous raconte une autre histoire, celle d'un disciple de Jésus qui, comme lui, guérit des malades, chasse les démons et baptise des gens qui veulent connaître Dieu.
Torben Søndergaard est un évangéliste danois connu comme fondateur du mouvement chrétien The Last Reformation, la dernière réforme. J'ai découvert ce mouvement après m'être fait baptiser et j'ai carrément halluciné. Je ne savais pas que des personnes comme lui agissaient sous la grâce divine, avec autant de simplicité et d'authenticité. Torben est parti des Actes des Apôtres et du Testament de Jésus, qui avait dit dans Jean chapitre 14, verset 12 notamment, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. La Bible, Acte 2, 17. Ô Dieu, pardonne tous nos compromis. Un mouvement nouveau, Dieu, tu l'accomplis. Tu lèves ton peuple, et cela se passe dans le monde entier. La vie est un voyage. Avec Dieu, c'est une aventure. Mon nom est Torben Søndergaard. J'ai grandi sans connaître Dieu. Mais en 1995, j'ai entendu l'évangile de Jésus pour la première fois. J'ai compris que j'étais un pécheur et je me suis détourné de mon péché. J'ai été baptisé en Jésus et j'ai reçu le Saint-Esprit. Depuis ce moment, j'ai le désir de connaître Dieu toujours plus et de vivre la vie comme un vrai disciple de Jésus, comme on le lit dans la Bible. Je voulais le servir et j'ai commencé à partager l'évangile de Jésus et à faire des disciples. D'abord dans ma ville, puis dans mon pays et maintenant dans le monde entier. Chair et péché meurent. Meurs avec Christ, ressuscite avec Christ. Voilà, viens Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et délivre-la. Meurs avec Christ. Acte 19:6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Esprit Saint, encore. Viens avec ton Esprit Saint, remplis-moi. Les mots commençaient à venir. Merci Seigneur. Qu'est-ce que je faisais? Quoi? Qu'est-ce que je faisais? Que faisais-tu? Tu priais en langue. Acte 3, 6 à 7. Alors Pierre lui dit: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et immédiatement, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ça fait mal? Non. Pas du tout? Non. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. C'est fait? Alléluia! Plus d'1 mois et elle est choquée. C'est Jésus. J'avais déjà vu ces choses-là à la télévision. Et je n'y croyais pas, mais aujourd'hui j'y crois. Parce que cela m'arrive. Douleur part maintenant. Faites ceci. Maintenant, levez-vous. C'est bon? Oui? Oui. Merci, Père. Amen. Essayez de sentir. Pouvez-vous sentir la différence? Vraiment, je n'ai plus mal. Waouh! Dieu, merci pour la guérison, car la douleur va partir. Sentez votre tête. Non, je ne ressens aucune douleur, frère. Maintenant, la douleur est partie. Oui, la douleur est partie. Je vous mettrai le lien de ces 2 films principaux dans la description. Ce qui est miraculeux dans ce mouvement, c'est que chacun d'entre nous peut faire ce que fait Torben et ses acolytes, juste par la foi en Jésus. C'est Yeshua qui fait tout le boulot. La Bible est le livre de vie, et elle ne devient pas le livre de vie en l'étudiant. Elle devient le livre de vie en la vivant. J'ordonne à la douleur de la main de partir, au nom de Jésus. Essayez à nouveau. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Au nom de Jésus, maintenant. Amen. Vérifiez. C'est parti. Amen. Pars maintenant, au nom de Jésus. Essaye encore.
Os, je vous ordonne de vous réparer au nom de Jésus. Essayez. C'est semblable au Reiki? Non, c'est Jésus. Jésus, pas le Reiki. Ce n'est pas l'énergie? Dieu? Non, ce n'est pas l'énergie. Merci Jésus. Il n'y a pas de gourou qui fait payer des guérisons. Il y a des disciples de Jésus qui répandent la bonne nouvelle à travers le monde, juste par l'exemple, et qui ont l'humilité de reconnaître qu'ils ne sont en rien responsables de ces miracles. Toute douleur doit partir maintenant, au nom de Jésus. De la tête aux pieds. Vous ne pouviez pas faire cela avant? Non. C'est comme ça depuis 2005. Il vit! Depuis quand n'avez-vous pas marché? Depuis 10 ans. C'est super, non? J'étais très petit quand il marchait. Pardon? J'étais très petit quand nous marchions ensemble. Il aura bientôt 13 ans. Donc à l'époque, il avait 3 ans? J'ai une maladie des muscles. On va prier pour cela. Où est-ce? Dans tout mon corps. Alors ils ont commencé à prier. 4 ou 5 personnes ont prié pour moi. J'ai senti mon dos craquer, puis j'ai pu me lever et marcher. J'attendais le médecin qui arriva. Bonjour monsieur, comment allez-vous? J'ai dit bien. Qu'est-ce que j'ai entendu? Alors je me suis levé. Il a dit, que s'est-il passé? Ne me demandez pas, demandez à Dieu là-haut. Il a dit, puis-je vous féliciter? J'espère que cela va continuer. Nous sommes maintenant en octobre. Et c'est arrivé le 8 juin. Cela fait à peu près 4 mois maintenant. Oui, 4 mois, et ça va vraiment bien. Il paraît que nous n'utilisons notre cerveau qu'à hauteur de 10%. Pour rester positif, voici une information relayée par le canal Telegram Soif de Vérité sur la neuroplasticité du cerveau. Voici l'astuce psychologique pour changer ta réalité en seulement 24 heures. Un document secret datant de 1983 révélait une technique de contrôle mental tellement puissante qu'elle est restée cachée pendant 40 ans. Elle reprogramme ton cerveau en un jour et ne prend que 3 minutes avant de dormir. Ça s'appelle le reality hacking. Une étude de 2019 de l'Institut des neurosciences sur la plasticité cérébrale a fait une découverte incroyable. Ton cerveau ne te montre pas la réalité, il te montre ce qu'il s'attend à voir. Si ton cerveau s'attend à l'échec, il va effacer les opportunités de ta vision. Tu ne verras même plus les chances qui t'entourent. Ton cerveau filtre la réalité en fonction de ce qu'on lui a programmé. Voici comment le reprogrammer en 24 heures avec le protocole des 3 minutes. Étape 1. Ce soir, avant de dormir, écris précisément ce que tu veux voir demain. Pas des objectifs, mais des scènes spécifiques. Par exemple, je veux voir une opportunité de gagner de l'argent. Je veux voir quelqu'un me sourire. Je veux voir une solution à mon problème. Pourquoi avant de dormir? Parce que ton subconscient est plus facile à programmer dans les 15 minutes qui précèdent le sommeil. Étape 2. Lis ce que tu as écrit à voix haute, lentement, 3 fois. Ça active ton système réticulé activateur, la partie de ton cerveau qui décide ce qui passe à travers le filtre. Étape 3. Dors. Laisse ton cerveau faire le reste. En 24 heures, tu commenceras à remarquer des choses que tu n'avais jamais vues avant. Pas parce qu'elles sont apparues, mais parce que ton cerveau a arrêté de les effacer. Les opportunités étaient toujours là, les sourires aussi, les solutions aussi. Tu n'étais simplement pas programmé pour les voir.
À présent, je vous présente un article de presse du Parisien et du Daily Mail qui nous montre comment la justice divine peut se manifester sur Terre. Ernie Dosio est propriétaire d'un vignoble californien et amateur de gros gibier. Pendant des décennies, il a pratiqué la chasse d'éléphants, de rhinocéros, de léopards, de lions ou de cerfs en Afrique et aux États-Unis. L'homme de 75 ans s'est rendu le 17 avril dernier dans une forêt du Gabon, accompagné d'un chasseur professionnel, pour participer à une traque de 40 000 $ afin de tuer une antilope des forêts humides africaines. Il a été tué par 5 éléphants alors qu'il chassait. Ernie Dosio a été piétiné à mort par le groupe de pachydermes et il est mort sur le coup. Voici à présent ma recette de dentifrice naturelle sans fluor pour bichonner votre glande pinéale. Pour faire votre dentifrice vous-même, vous avez besoin de bicarbonate de soude alimentaire, d'huile essentielle de citron, d'huile de coco vierge, de préférence sous forme liquide. Donc vous mélangez l'huile de coco vierge au bicarbonate de soude. Vous ajoutez plusieurs gouttes d'huile essentielle. Moi, je mets une trentaine de gouttes pour le récipient qui est juste à droite du petit bol vert. Ça me fait au minimum 1 mois, voire 2 en quantité. Vous pouvez aussi ajouter de l'huile essentielle de menthe poivrée, si vous préférez le parfum. Je verse dans le récipient et mon dentifrice est prêt. Un bon dentifrice, sans fluor, sans produits chimiques. Juste parce que c'est beau, voici une courte vidéo d'une femme avec son enfant dans l'eau. Nous arrivons à la fin de cette 7e édition de L'Aube se lève. Je vous embrasse, vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Long, 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 le temps nous paraît long. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.